Dans cette séquence vidéo, nous allons voir de façon très pragmatique comment déterminer les contraintes à partir des mesures des déformations. Donc, grâce aux jauges de déformation, nous pouvons mesurer les déformations dans une direction donnée à la surface d'une pièce. Par contre, les déformations angulaires ne sont pas directement mesurables expérimentalement. Donc on va voir graphiquement comment les trouver. On peut, à partir de la mesure des dilatations dans trois directions, tracer le cercle de mort des déformations et en déduire les directions principales, les déformations principales, mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les contraintes principales. Alors, étudions ça sur un exemple d'une structure sur laquelle on a collé trois jauges qui font entre elles des angles de 60 degrés. Elles nous donnent les déformations linéaires, les dilatations, epsilon A, epsilon B et epsilon C, dans les trois directions A, B, C. Et on va supposer dans un premier temps que epsilon A epsilon est plus petit que epsilon B, qui est plus petit que epsilon C. Et on va déterminer le cercle de mort suivant. Donc, voici la représentation de mes trois jauges de contraintes, une alignée avec A, une alignée avec B, une alignée avec C. Le cercle de mort des déformations ressemble beaucoup au cercle de mort des contraintes, sauf qu'en abscisse, j'ai mis les déformations linéaires, et en ordonnée, j'ai mis les demi-déformations angulaires. Chacun des points représente les déformations dans une direction d'une petite facette, et à chaque fois, un point correspond à une déformation linéaire suivant la normale à cette petite facette, et sur l'axe des ordonnées, un demi de l'angle des déformations. Mes trois déformations que j'ai mesurées, je peux les positionner sur l'axe. La seule chose que je sais, c'est qu'elles ont cette abscisse epsilon A, epsilon B et epsilon C. Mais je ne sais pas trop où se situent les points correspondant à ce point-là. Ça pourrait être celui-là, ça pourrait être celui-là. Et le but, c'est de déterminer les déformations principales qui se situent ici et là pour la plus petite. Les trois directions de mes jauges de contraintes sont représentées ici. Celle-ci, c'est la direction A, la direction B et la direction C. Comme dans la réalité, elles font à chaque fois 60 degrés entre elles, je retrouve ici 120 degrés entre A, B et C. Bon, les théories sur les cercles pourraient montrer que par rapport à cette verticale-là, l'angle qu'il y a entre cette droite AB' et la verticale fait 60 degrés dans la mesure où ici j'ai 120 degrés. De même ici j'ai 60 degrés. C'est cette propriété-là des cercles inscrits que des angles inscrits dans un cercle que je vais pouvoir exploiter pour déterminer la position des points correspondant à l'état des déformations que je cherche. Alors voyons pas à pas comment on a tracé ce cercle des déformations. Donc d'abord commençons par tracer un axe qui sera l'axe des déformations epsilon, qu'on appelle epsilon prime parce qu'en fait c'est un axe temporaire puisqu'on ne sait pas trop où il est dans la réalité. On le déterminera plus tard sa vraie position. On place un 0 et donc l'axe des ordonnées des demi-déformations angulaires, et je vais placer mes trois valeurs, epsilon A, epsilon B, epsilon C. Ouais, bon. Puis sur ces trois valeurs-là de déformation linéaire, je trace des verticales perpendiculaires à l'axe, là, et sur ces trois verticales, je vais partir de celle du milieu, la epsilon B, et je vais prendre un point au hasard, complètement au hasard. Ici, je l'ai pris ici, mais j'aurais pu le prendre un peu plus bas, peu importe, j'aurais même pu le prendre en dessous, ça n'a aucune importance. Et je dis que c'est le point B. Comme j'ai des jauges à 60 degrés,
par rapport à ce point B, je trace une droite ici à 60 degrés par rapport à la verticale, et je vais en déduire l'intersection entre la droite et l'axe vertical des déformations en C, le point C. Idem avec A, je trace la droite à 60 degrés par rapport à la verticale, je regarde l'intersection avec la verticale à epsilon A, et j'en déduis le point A. À partir de là, pour trouver le centre du cercle passant par ces trois points-là, le meilleur moyen, c'est de tracer les médiatrices de chacun des segments AB et BC. Donc première médiatrice, deuxième médiatrice entre B et C, et ça me permet de trouver le point oméga, qui est le centre du cercle. Donc si c'est le centre du cercle, ça veut dire que le véritable axe des déformations epsilon, il passe par ce centre-là, c'est la définition du cercle de Moore, et donc celui-ci, c'est pas le bon, le vrai, c'est celui-là. À partir de là, je peux tracer le cercle, qui passe bien sûr par les trois points, et je peux en déduire les directions C, direction A, et on pourrait se dire, bah, direction B par ici, comme ça là, mais en fait ça va pas du tout, parce que entre A et B, je dois avoir 60 degrés, or si je vais de là à là, j'ai pas du tout 120 degrés. Donc on peut se dire, c'est peut-être celle-ci, et effectivement, là si je vais de A à B, j'ai plus 120 degrés, de A à B, j'ai moins 60 degrés, donc c'est bon. De B à C, j'ai plus 120 degrés, de B à C, j'ai moins 60 degrés. Je respecte la règle des angles qui, entre la réalité et le cercle de Moore, a été multiplié par moins 2. J'en déduis la déformation principale à l'intersection entre le cercle et l'axe des déformations, et la deuxième, ici, qui est la plus petite. J'en déduis aussi la direction de la direction principale qui est symbolisée par cette droite-là, par rapport à la direction C, en mesurant cet angle ici, que je n'aurai qu'à multiplier par moins 2 par rapport à ce que je mesure ici. Ensuite, connaissant les déformations principales epsilon 1 et epsilon 2, je peux en déduire les contraintes principales recherchées, sigma 1 et sigma 2, grâce aux équations de Lamé. Ces équations de Lamé sont vraies dans tous les cas, même si mes jauges n'avaient pas été à 60 degrés. On remarque que dans ces équations, il faut connaître le module d'élasticité du matériau ainsi que son coefficient de Poisson. C'est ce qui va nous permettre de déterminer sigma, enfin les contraintes principales en fonction des déformations principales. Bon, là on a vu que epsilon 1 et epsilon 2 étaient déterminés graphiquement, mais on peut les trouver analytiquement. Alors toujours pour ma rosette à 60 degrés, et dans ce cas-là, particulier, si je considère que j'ai aligné l'axe X avec ma jauge B, ben dans ce cas-là, epsilon X est égal à epsilon B. On détermine epsilon Y, la déformation dans cette direction-là, par cette équation, et la déformation angulaire est gamma XY par cette expression-là. Je peux aussi en déduire l'angle de la direction principale, θP par rapport à X, en disant que tangente de θP est égale à racine de 3 epsilon C moins epsilon A sur 2 epsilon B moins epsilon A moins epsilon C. Et connaissant maintenant epsilon X et epsilon Y, je retrouve ce que j'avais vu dans le cercle de Moore des contraintes, le centre du cercle qui est à epsilon X plus epsilon Y sur 2, et le rayon du cercle qui ressemble beaucoup à ce que l'on avait vu pour le cercle des contraintes, sauf qu'on a remplacé les sigma X par des epsilon X et voilà, et les gamma par et les taux XY par du gamma XY sur 2. D'où les
déformations principales, la plus grande et la plus petite, qui sont égales à cette valeur-là, plus celle-là, et la plus petite, c'est cette valeur-là, moins celle-là. Connaissant les déformations principales, epsilon 1 et epsilon 2, avec les équations de Lamé, comme tout à l'heure graphiquement, j'utilise les équations de Lamé pour retrouver les contraintes principales, sigma 1 et sigma 2. Alors, voyons maintenant, traitons un cas d'une rosette à 45 degrés qui aurait donné les déformations suivantes. D'accord, rosette à 45 degrés, ça ressemble à ça. On va dire qu'ici on est aligné avec X, là on est aligné avec Y, et on imagine que les mesures qu'on a trouvées sont les suivantes. Moins 45 suivant A, 15 suivant B, et 130 micromètres par mètre suivant C. Je trace, comme tout à l'heure, epsilon prime, gamma, donc le 0. Je positionne les epsilon sur mon axe. Je trace les verticales, je prends un point quelconque, et maintenant, ce n'est plus 60 degrés que je vais retrouver entre la verticale et cette droite qui descend pour trouver le point A, mais 45 degrés, puisque je suis avec une rosette à 45 degrés. Pareil de l'autre côté. Je cherche le centre du cercle en prenant les médiatrices AAB et ABC. Le véritable axe des epsilon qui passe par le centre du cercle, le cercle, et maintenant je vais me poser la question de est-ce que ça c'est le point A ou est-ce qu'il était plutôt ici, est-ce que B il était là ou plutôt là, et C est-ce qu'il était là ou plutôt ici, puisque la seule chose que je sais c'est qu'il est sur cette droite verticale là. Alors voyons, peut-être que B' est ici. En effet, comme la direction A et la direction C sont ici perpendiculaires, ça veut dire que dans le cercle de mort, dans le cercle de mort, ils sont opposés. Et donc forcément, B qui est à 45 degrés, il semble être par ici. Est-ce que ça correspond bien? Quand je vais de A à la direction B, j'ai tourné de plus 90 degrés. Or là, de plus 90 degrés. Or là, quand je vais dans la direction, de la direction A à B, eh bien, je vois que je suis de plus 45 degrés, or je devrais trouver moins 45 degrés. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est l'autre cas qui est bon. Ça veut dire que A est ici, C est ici. Et là, en fait, c'était pas C, mais c'est C'. Ici, c'était pas B, c'était B'. Et c'était le bon B, c'était bien celui-là. Et maintenant, entre A et B, je vais là dans le sens trigo de 45 degrés. Donc, pour aller de A à B, je fais 90 degrés dans le sens horaire. Et là, c'est bon. Pareil, pour aller de B à C, je fais 90 degrés dans le sens horaire. Ici, 45 degrés dans le sens trigo. Je respecte bien la règle qui fait que qui dit que entre la réalité et le cercle de mort, les angles ont été multipliés par moins 2. J'en déduis graphiquement les valeurs de l'angle, la direction principale et les contraintes principales, les déformations principales, epsilon 1, epsilon 2, qui, si j'ai tracé proprement, je trouve ça. Moi j'ai un petit peu triché, je ne les ai pas trouvés graphiquement parce que mon dessin n'est pas de qualité, je les ai trouvés analytiquement. Et comment j'ai fait? Voilà comment j'ai fait. J'ai considéré que la direction A était alignée avec X et que la direction C était alignée avec Y. Pourquoi pas? Donc s'ils sont alignés, ça veut dire que epsilon X est égal à epsilon A, epsilon Y est égal à epsilon C, et j'ai utilisé cette expression qu'on pourrait démontrer, mais c'est un peu long et compliqué, c'est pas l'objet de notre cours. L'angle de déformation angulaire, c'est cette expression de epsilon B moins epsilon A plus epsilon C. L'angle de la direction principale, je le trouve grâce à cette expression-là, tangente de θ est égal au rapport, à ce rapport-là. Maintenant que je connais epsilon x, epsilon y et gamma xy, j'utilise les mêmes relations que tout à l'heure.
je peux en déduire avec la rosette à 45 degrés, comme tout à l'heure pour la rosette à 60 degrés, la position du centre du cercle, le rayon du centre du cercle. J'en déduis les déformations principales, la plus grande et la plus petite, et avec les équations de Lamé, les contraintes principales, epsilon 1 et epsilon 2. Le tour est joué.